Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est moi, Georges Brites, qui animerai ce nouvel épisode de l'allumeur de Réverbère. Un épisode qui portera sur un sujet à la fois complexe et sensible, puisque nous allons nous intéresser aux mutilations génitales féminines, dites aussi MGF. Pratiquées dans de nombreux pays, parfois avec des taux dépassant les 70 ou 80% de femmes victimes, les mutilations génitales féminines, parmi lesquelles l'excision demeure la plus connue, sonnent comme une énième violence appliquée au corps des femmes par des sociétés et des logiques patriarcales suivant lesquelles le plaisir féminin serait par essence quelque chose de mauvais, qu'il faudrait par conséquent couper à la racine. Pour nous éclairer sur ce qu'on entend par mutilation génitale féminine, et pour essayer de comprendre les ressorts socio-culturels de ces pratiques, nous nous sommes rendus à Nouakchott, en Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Je commence par vous laisser avec Dinaban Diom, militante féministe et activiste de la santé de la reproduction. Très bonne écoute. T'es avec nous, Dinaban ? Oui. Ok. Donc bonjour à tous, on est dans un café à Nouakchott, à la Palmeraie. Je suis en présence de Dinaban Diom, qu'on a choisi d'inviter sur l'allumeur de Réverbère. Donc bonjour Dinaba. Bonjour Georges. Alors on a choisi d'inviter Dinaba, qui est sociologue de formation, doctorante à l'université Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal, sur les déterminants socio-culturels liés à la contraception. Donc je le dis à titre personnel, bon déjà on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien en fait avec Dinaba. Oui. Et puis je le glisse au passage, on est très content de t'avoir sur l'allumeur de Réverbère parce que tu as une grande gueule et que ça, voilà, tu te fais souvent aussi, tu secoues beaucoup aussi les gens sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir quelqu'un qui ose aussi déconstruire les préjugés, les normes sociales, etc. Merci. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir sur cette thématique des mutilations génitales féminines et peut-être nous décrire un petit peu le parcours, comment tu es rentré là-dedans et quelles actions tu as faites là-dedans? Alors, merci Georges. Alors, les mutilations génitales féminines, je pense que c'est un sujet auquel tu es obligé, en tout cas, apporter des réponses ou en tout cas de faire des recherches sur la question si tu t'intéresses à tout ce qui est santé de la reproduction ou tout ce qui est en tout cas violence basée sur le genre. Depuis 2012, si je me rappelle bien, à mes premières années de l'université ou 2013, j'étais déjà aussi engagée auprès d'une association qui s'appelle toujours d'ailleurs Association des gestionnaires pour le développement. Et j'étais axée sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Donc, je fais assez de recherches, assez en tout cas de lecture par rapport à tout ce qui est planification familiale, tout ce qui est mutilation génitale féminine, tout ce qui est santé sexuelle des jeunes et des adolescents, donc tout ce qui est dans la grande famille, en tout cas de la santé de la reproduction, et aussi tout ce qui est violence basée sur le genre, dont les mutilations génitales féminines font partie. Ok, toi t'avais quel âge en 2012? En 2012, j'avais quel âge? Tu vas m'aider à faire les calculs. Je suis née en 91, donc en 2012... Tu avais 21 ans? Oui, quelque chose comme ça en tout cas. J'étais très jeune entre guillemets, mais disons très jeune pour parler de sexualité. Tout ce qui est lié à la sexualité et surtout sur quoi si vous êtes une jeune femme non mariée sur des sujets tabous comme les mutilations génitales féminines où ça parle de clitoris, ça parle des grandes et des petites lèvres, ça parle d'organes reproducteurs, disons. Donc c'est des questions qui sont tabous et forcément les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit une jeune fille qui est là et qui vous parle de certaines questions. Ok, donc tu as fait beaucoup d'actions de sensibilisation aussi sur ces sujets? Oui, tout à fait. Des actions de sensibilisation, aussi des formations aussi plus tard. Auprès de quel type de public tu as fait ça? Des jeunes, essentiellement des jeunes, surtout les jeunes de la tranche d'âge de 16-25 ans. C'est des jeunes, pour moi, qui sont déjà les premiers concernés. Et étant une population très jeune aussi en Mauritanie, c'est vraiment le cible idéal pour pouvoir apporter un changement de comportement. Donc, dans les différentes formations que j'ai données, que ce soit dans le milieu associatif, que ce
ce soit aussi dans le milieu scolaire. C'est essentiellement des jeunes filles et des garçons qui on forme sur la SR et notamment aussi sur les mutilations génitales féminines. Ok, on va revenir après un peu sur ces sensibilisations que tu as faites et les échanges que tu as pu avoir avec des jeunes. Est-ce que déjà tu peux nous dire, sur un plan un peu théorique, qu'est-ce qu'on entend en fait par mutilation génitale féminine? Il y a quoi derrière ce mot? D'accord. Alors, mutilation génitale féminine d'une manière plus ramassée, c'est toute intervention sur les organes reproducteurs externes de la femme, non médicale. Toute intervention non médicale peut être considérée comme étant une mutilation génitale féminine. D'accord. Donc, tu peux donner des exemples? Oui, on peut parler de l'excision, on peut parler de l'infibulation, on peut parler de la clitoridectomie et bien sûr toutes ces formes de mutilation aussi non classées qui existent dans le monde et principalement aussi en Mauritanie. Ok, sachant que chacun de ces mots recouvre des choses différentes. Ben, ça, il y a plusieurs clair. Types d'excision par exemple. Tout à fait, tu peux plusieurs types. On a la clitoridectomie, c'est une intervention où il s'agirait de couper le capuchon ou en tout cas toute la partie visible du clitoris. On a aussi l'excision qui, en plus de couper par exemple le clitoris ou toute la partie visible du clitoris, on coupe aussi les petits lèvres. On a aussi la forme, je pense, la plus sévère qui est l'infibulation. Dans cette intervention, on coupe le clitoris et les petites lèvres et les grandes lèvres. Après, on suture. Donc, on va laisser un petit trou qui servira, je ne sais pas, qui servira pour uriner ou avoir les règles. Donc, voilà. Et bien sûr, il y a d'autres formes aussi qui ne sont pas classées, mais qui existent quand même. D'accord. Et ces pratiques-là, tu les retrouves en fonction des régions ou des communautés? Comment ça se passe? Oui. On dit souvent que, même d'après les enquêtes, surtout de EDS en Mauritanie, on dit que la forme EDS, c'est-à-dire ou aussi le mix, c'était le dernier mix qu'on a ici, je pense que c'était en 2015 ou 2016. On dit que les formes les plus pratiquées en Mauritanie, c'est l'excision. C'est-à-dire, on coupe soit le capuche du clitoris, soit la partie visible du clitoris, ou le clitoris et les petits lèvres. Mais le capuche, c'est le gland. C'est le gland du clitoris. Oui, okay, tout à fait. Il y a d'autres aussi qui disent en fait qu'on a presque toutes les formes d'excision ici en Mauritanie, que ce soit l'infibulation, que ce soit l'excision, que ce soit le clitodermie. Maintenant, la forme la plus connue, ou en tout cas la plus pratiquée en Mauritanie, reste l'excision. D'accord. Donc voilà. Tu as une idée un peu de l'ampleur du phénomène en Mauritanie sur il y a des statistiques ou le dernier mix de 2015 publié en 2016 parle d'un taux de prévalence de 66,6%. Il y a aussi d'autres documents officiels aussi qui parlent de 72%. Dans les deux cas, ça reste une prévalence très... On est sur au moins 2/3 de femmes qui sont concernées. Donc ça c'est clair. Comment t'expliques ce phénomène en termes socioculturels? Comment toi tu expliques ce phénomène qui est vraiment hyper massif et là il y a ces taux de 2/3 à peu près, au moins 2/3 des femmes ici. Ouais. Si on va en Guinée-Conakry, il me semble qu'on est au moins sur 80% de la population des femmes. Plus, tu peux me corriger, mais peut-être comme que Soudan, Éthiopie, c'est on le est premier sur des pays. taux qui Soudan c'est le premier pays, c'est vers je pense les 78 ou quelque chose comme ça % de toute prévalence. Comment t'expliques ce phénomène toi? Déjà il y a deux explications possibles. Il y a deux explications possibles. Déjà, dans la plupart des pays, par exemple, disons, qui pratiqueraient la religion musulmane, pensent que c'est une pratique religieuse. Alors que dans l'histoire et dans les faits, on sait que cette pratique date d'avant, par exemple, l'arrivée de l'islam. On parle de l'époque de l'Égypte pharaonique, donc ce n'est pas aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des communautés qui sont persuadées que c'est une pratique culturelle à sauvegarder. Donc ça fait partie de leur culture. Même s'il n'y a aucune communauté qui peut, par exemple, faire la traçabilité de cette pratique. Donc on ne peut pas dire avec certitude que ça vient de tel ou tel, mais on est sûr quand même quand on dit que ça vient de l'Égypte pharaonique, c'est qu'on parle par exemple du berceau de l'humanité. Mais est-il qu'aujourd'hui, les deux explications qu'on a par rapport à ça, c'est soit c'est une pratique traditionnelle, soit c'est une pratique que beaucoup de personnes pensent reste aussi une pratique, par exemple, qui est une recommandation de la religion musulmane. Donc voilà les deux explications, en tout cas les plus répandues. Sur les pratiques culturelles, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Parce que dans certaines communautés, ils sont persuadés en fait que pour garder une jeune femme vierge, il faut l'exciser. On peut aussi avoir deux explications, que par exemple l'excision serait signe aussi de fertilité. On peut parler aussi en fait, c'est même l'inverse. C'est le contraire, ça c'est clair, c'est le contraire. Il y a d'autres aussi explications. Certains pensent qu'en fait c'est esthétique. Un vagin est beaucoup plus joli sans clitoris par exemple. Il y a certains qui le pensent. D'autres aussi... Quand on fait des séances photos de vagin, je suis sûr que c'est peu gênant. En tout cas, donc voilà, il y a plein d'explications, plein d'arguments culturels qui sortent sur le fait en fait, soit c'est pour garder la virginité de la femme, soit c'est
pour que la femme soit pure, parce que certains sont même persuadés qu'une femme ou une jeune femme non excisée ne peut pas cuisiner, ne peut pas prier, donc est impure. D'autres aussi vont aller jusqu'à se dire en fait qu'une femme non excisée, c'est juste une femme qui n'honore pas en fait sa famille, sa communauté, sa tribu. Donc il faut l'exciser pour qu'il reste en fait dans les rangs de la communauté ou disons de la société. Et quand tu dis que pour certains qui défendent ces pratiques, c'est un moyen de les garder vierges. Oui. Comment ça en fait c'est-à-dire que c'est parce que ça réfrène leur sexualité ou pas? Il faut d'abord qu'on revienne sur une chose, c'est que le clitoris est le seul organe qu'on a qui est dédié au plaisir. Donc forcément, peut-être quand on coupe quelque chose, on coupe que ce soit le capuche, que ce soit aussi la partie visible du clitoris, peut-être qu'on enlève aussi une partie du plaisir par rapport aux femmes. Donc c'est pour eux une manière de garder ou de contrôler en tout cas la sexualité de la femme. Mais bon, quand on revient aussi dans ce que mon professeur, par exemple, Sosamba appelle les contre-argumentations culturelles, on voit bien que chez nous, par exemple, que ce soit dans nos communautés, dans nos villages, dans nos villes, que ça ne règle pas l'affaire finalement. Donc on a beau exciser les femmes, cela ne les empêche pas, c'est-à-dire on voit le contraire. On peut voir que des femmes excisées, par exemple, qui ont des relations hors mariage ou qui font des enfants aussi avant le mariage. Donc c'est pas une réponse adéquate par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, pour donner une contre-argumentation beaucoup plus simple et claire, face par exemple à une vieille maman de 80 ans ou une vieille maman de 70 ans qui est persuadée que l'excision, c'est le moyen, par exemple, de garder sa petite fille vierge, la contre-argumentation qui se présente tout de suite, c'est de lui dire, tu as vu, par exemple, dans le village, toutes les filles sont excisées, mais n'empêche qu'il y a des filles, par exemple, qui sont enceintes ou autres. Donc ça casse tout de suite l'argumentaire. C'est pour cela, en fait, qu'on dit souvent que le contre-argument culturel est très, très important pour déconstruire beaucoup de choses et beaucoup plus facilement sans pour autant choquer certaines sensibilités ou choquer certaines personnes. Vu que tu t'es déjà pas mal confronté, j'imagine, à des gens qui défendaient les pratiques d'excision ou autre, on se confronte à quoi en fait quand on s'attaque à ce phénomène ou à qui? À la société, déjà. Quand je dis société, c'est la société à travers aussi son système social et on se confronte tout de suite au patriarcat. Et quand je dis patriarcat, c'est un système qui est défendu aussi par des femmes. Donc des femmes ou des femmes qui excisent ou la société d'une manière générale qui considère qu'une femme doit être excisée, c'est le premier vague que vous allez recevoir. C'est des femmes qui vous disent que non, nous, nos filles, nos grands-mères ont subi ça, nos mères ont subi ça, donc on ne voit pas pourquoi nos filles ne doivent pas subir ça. C'est une tradition qui est là. Ça permet à nos filles de rester vierges, ça permet à nos filles de sauver l'honneur de la famille. Souvent, vous avez des attaques comme ça qui vous disent en fait, est-ce que vous n'êtes pas vous excisé? Votre mère aussi certainement l'est. Donc une manière de dire en fait que c'est des traditions qui remontent de très loin. Donc il n'y a pas une explication peut-être qui voudra à leurs yeux dire qu'en fait c'est une pratique néfaste et qui doit s'arrêter. En fait, lorsque tu tombes, parce que moi c'est déjà quelque chose que j'ai entendu, c'est quand tu tombes sur une femme qui te dit moi j'ai été excisée, j'ai aucun problème. Qu'est-ce que tu réponds en fait? Parce que ça existe aussi des femmes qui te disent qu'elles n'ont ni de problème d'infection, ni de douleur, ni rien. Qu'est-ce que tu apportes comme réponse dans ce cas-là? Oui, en fait, tout de suite, les gens vont se braquer et se dire que moi, je suis excisée et je souffre d'aucun problème. Ouais. Mais il suffit de creuser un peu pour c'est là la difficulté, c'est qu'il y a des femmes qui sont excisées et qui défendent l'excision et du coup... Oui, c'est toujours compliqué. Mais il suffit juste aussi de creuser un peu avec la personne. Tu vas voir, en fait, tout de suite, en fait, elle croit ne rien avoir par rapport à l'excision, mais c'est que juste qu'elle ne fait pas la relation cause à effet entre ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent ou ses maladies ou ses souffrances par rapport à l'excision. Parce qu'une femme excisée aussi, on sait tous qu'elle est beaucoup plus exposée par exemple aux infections, elle est beaucoup plus exposée à plein de choses. Donc plus les discussions vont aller, plus tu vas découvrir en fait que c'est elle qui ne mettait pas de relation cause à effet par rapport à ce qu'elle vit. Quand tu commences à expliquer en fait quels sont les effets ou les conséquences immédiates ou les conséquences en long terme ou ce qui peut arriver, la personne peut tout de suite reconnaître en fait oui, moi il m'arrivait de ressentir ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, donc ça facilite aussi la compréhension. J'ai l'impression que après tu vas nous éclairer un peu là-dessus, mais que en fait il y a un tabou aussi dans la société mauritanienne sur la sexualité en général, qui fait que il y a un dialogue qui est un peu difficile sur ces questions-là peut-être. Et j'imagine que toi-même pendant les sensibilisations que tu as faites, tu es tombé aussi sur des questions ou des réactions qui montrent qu'en fait il y a énormément d'ignorance sur ce sujet. Comment tu affrontes cet enjeu du tabou justement et
qui crée de l'ignorance? Ça, on l'affronte tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Parce que déjà, parler de sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas trop mauritanien, disons. On ne parle pas en famille, on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas peut-être dans des petits espaces où tu peux avoir entre copines ou entre jeunes garçons. Et même ça, c'est vraiment dans des discussions superflues, des fois aussi remplies de préjugés. Donc, on a tous, en un moment, besoin de formation sur plein de choses. Il y a autre réalité aussi, c'est qu'en Mauritanie, le plaisir n'est pas féminin du tout. C'est-à-dire, on ne s'attend même pas à ce que les femmes revendiquent leurs droits au plaisir. Donc le fait de leur dire que le clitoris est un organe de plaisir et que la femme a droit aussi de jouir d'ailleurs de tous ces organes qui sont là et qu'en aucun moment on doit couper quoi que ce soit dans ces parties génitaux, ça peut paraître un peu abstrait pour certaines personnes qui ne s'imaginent même pas en fait qu'une femme doit être aussi doit s'épanouir tout simplement sexuellement. À plusieurs reprises, on a vu que sur des réseaux sociaux ou autres, on arrive à faire glisser certaines questions qui peut-être choqueraient certaines internautes ou autres, mais que ça donne... Tu as des exemples? Oui, parce qu'une fois, par exemple, j'ai un ami qui parlait des femmes Wolof. Il dit tout le temps des femmes sénégalaises, disons, parce qu'ils disent que les femmes sénégalaises, et notamment, c'est-à-dire une vision très stéréotypée aussi, ce sont des femmes très épanouies, c'est des femmes jongées, comme on dit. Jongées, je ne sais pas comment je vais expliquer. Sexuellement ou en général? Disons en général. Et que moi, par ricochet, j'ai partagé la publication en disant que oui, les femmes Wolof, c'était normal qu'ils aient, c'est-à-dire qu'ils partent au 7e siècle avec leur homme, parce qu'ils n'ont pas été excisés. On ne leur coupe pas le clitoris qui est un organe de plaisir. Par contre, chez nous, les femmes, non seulement on leur coupe l'organe de plaisir, mais même pour parler de l'amour ou parler de la sexualité, on emprunte des langues pour pouvoir mettre des mots sur certaines choses. Pour dire je t'aime en pulaar, en wolof, en soninké ou en hassania, ça peut être un peu compliqué. Ça va être plus facile de le dire en français ou peut-être en anglais. Donc des choses comme ça. Donc ça a suscité un débat fou sur en tout cas ma page, où les gens, certains étaient pour, j'étais contre. Mais au moins, ça fait réfléchir. Et ça peut amener ou même imposer le débat s'il le faut par rapport à cette question. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me fait penser que sur des ateliers où on parlait de ce sujet-là, mais d'ailleurs même un atelier où on s'est rencontrés d'ailleurs il y a quelques années, oui. Si tu te rappelles bien, on traduisait Je me rappelle, dans les langues locales en pulaar ou en arabe ou en hassania. Et en fait, les termes à connotation un peu sexuelle, en fait, ils n'étaient pas traduisibles. Les gens ne le connaissaient pas. Il fallait passer par des images ou des choses comme ça. C'est clair. Ça me fait pas. Je dis pas que ça n'existe pas dans nos langues. Ça existe peut-être, mais les gens ne l'utilisent pas. Ils n'utilisent pas parce que déjà il y a les pesanteurs socioculturelles. D'abord, c'est des choses qu'on trouve, disons, dans l'entendement populaire, que c'est des mots vulgaires, des expressions vulgaires, des choses. Donc, c'est des mots ou c'est des expressions qu'on n'utilise presque pas. Donc, il serait difficile pour peut-être un halpulaar de pouvoir te traduire mot pour mot, par exemple, tous les organes, par exemple, de la femme ou de l'homme, parce que ça s'utilise très rarement. Sauf en cas d'insulte quelque part, mais c'est des mots qui ne sont pas très familiers. Et tu dirais que c'est quand même plus facile de parler de sexualité ici quand on est un homme? Oui, le sujet? C'est clair. C'est plus facile de parler tout simplement quand on est un homme. Je ne parle même pas de la sexualité, de la politique, de l'économie, de tout. Ouais. C'est plus facile de parler quand on est un homme que de parler quand on est une femme. Parce qu'une femme, encore une fois, en Mauritanie... Même des femmes d'ailleurs. Ça c'est clair. C'est une femme, on préfère la femme qui parle doucement, qui parle entre les quatre murs, donc qui ne se fait pas entendre. Donc encore moins parler de sexualité. Ce serait synonyme pour une femme, une jeune femme parler de sexualité, ce sera synonyme du coup, comment on parle de plaisir sexuel? On n'en parle pas, tout simplement. Non, mais toi, par exemple, tu lances le sujet, mais en fait, comment on aborde... Par exemple, quand tu faisais des sensibilisations devant les jeunes, tu abordais ce sujet ou tu restais vraiment sur les MGF, techniques? Si, on en parle, parce qu'il faut toujours commencer par le commencement. C'est-à-dire, il faut avoir des portes d'entrée. On peut commencer par la planification familiale, ensuite peut-être par les MGF. Dès qu'on commence à parler des MGF, forcément on parle des organes génitaux de la femme. Et une question entraîne l'autre, c'est-à-dire petit à petit, on va aller sur des sujets beaucoup plus, je dirais pas
gênants, mais des sujets qui relèveraient peut-être même de la vie intime de la personne, mais qui arriveraient avec une certaine... je ne sais pas, quand vous mettez votre interlocuteur à l'aise, il peut aussi vous parler d'énormément de choses. Il m'arrive aussi dans des cas de formation. Entre jeunes, ça parle beaucoup et bien sûr aussi les hommes parlent des fois beaucoup plus que les femmes. Mais il y a certaines questions, par exemple, certains sujets où la personne préfère, dès que vous rentrez, la personne t'envoie un message sur Messenger ou sur WhatsApp pour te poser... Là, tu parles des jeunes que tu rencontres. Des jeunes, oui, bien sûr. Qui te contactent après. Oui, tout à fait. Qui ont osé poser des questions en public, mais qui te répondent après. Oui, C'est plutôt des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui font ça? Les deux. Dans les deux cas, oui. Dans les deux cas. Souvent, mais en public, tu as des questions des deux ou plutôt des hommes? Les hommes, en tout cas, sont beaucoup plus à l'aise pour parler de sexualité que les femmes. Les femmes vont toujours te dire « Ah, ma copine, elle a vécu ça » ou « J'ai entendu dire... » C'est jamais moi j'ai entendu ou j'ai vécu, mais c'est toujours « Ma copine a vécu ça » et je comprends des fois qu'on se protège pour pouvoir... Si une femme dit « Ma copine, on va suspecter que c'est elle » en fait... en tout cas, c'est déjà un moyen de protection. Aïcha, et en fait, c'est toujours la même copine. C'est au moins... Bon, par contre, l'homme, il peut se dire que oui, j'ai ça, ou j'ai vécu ça, ou j'ai senti ça. Ouais. La femme, il faudra toujours qu'elle se mette derrière une copine ou derrière une connaissance, ou j'ai entendu à la radio ou à la télé. Ah, t'as des jeunes hommes quand même qui te posent des questions sur des expériences sexuelles qu'ils ont eues? Pas des expériences tout de suite, mais par exemple par des symptômes par exemple d'infection. Oui. Parce que là, tu parles des IST justement, et comme ça concerne aussi les hommes, ils peuvent te poser des questions personnelles sur eux. Oui, j'ai ça. Bon, moi, je ne suis pas médecin, je peux pas faire quelque chose, mais à la lumière de ce qu'on sait sur les, par exemple, les MST, on peut tout de suite dire, attention, ça peut être une infection, donc il faut aller consulter un médecin, il faut aller voir un gynécologue, des choses comme ça. Mais ils sont beaucoup plus à l'aise à poser des questions en public, à parler de certaines choses que les femmes. Les femmes, c'est encore... la barrière socioculturelle ou les barrières socioculturelles qui sont là, donc ils les empêcheraient même de poser certaines questions qui sont liées à elles directement. Donc elles préfèrent souvent te filer un message sur Messenger ou sur WhatsApp. Donc je laisse toujours mon numéro après de la formation. Pour dire, ouais, je suis joignable sur ça, vous pouvez me joindre sur ça parce que je m'attends tout le temps à ce qu'il y ait aussi des questions après formation. Tu sens un changement de perception sur ces questions quand même sur les générations les plus jeunes? Eux, au moins, des fois, ils arrivent à en parler dans un milieu homogène. Entre jeunes et autres, ils arrivent. Maintenant, est-ce qu'ils ont encore, je ne sais pas, c'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose dans un public beaucoup plus différent, un public différent, disons, avec des personnes beaucoup plus âgées? Est-ce qu'ils arrivent à le faire dans le milieu familial? Est-ce qu'ils arrivent... Mais déjà qu'ils peuvent le faire entre eux et qu'ils peuvent sensibiliser aussi leur père, je pense que c'est déjà très bien. Bon, là, du coup, je parle avec un regard vraiment d'occidental aussi, mais vu d'un étranger, lorsqu'on regarde ici, il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur le corps de la femme. Là, je pense notamment à des phénomènes comme le fait qu'ici, par exemple, donc il y a la question des MGF, mais il y a aussi la question du fait que le sport féminin, par exemple, soit encore un sujet qui n'est pas hyper facile. Il y a encore des jeunes femmes qui voudraient faire du sport et qui ne peuvent pas. Voilà, socialement, c'est pas très bien vu. Oui. Et si on prend tout ça mis bout à bout, tu vois, ou même encore une persistance de la pratique du gavage, tu vois, par exemple, dans la communauté mort. Si on prend tous ces sujets-là mis bout à bout, ça donne l'impression que les MGF sont un élément parmi d'autres de l'emprise que la société porte sur le corps de la femme. Ouais. Et du coup, c'est là que ça donne beaucoup de sens, j'ai l'impression, sur la question d'aborder le patriarcat frontalement. Tout à fait. Parce que justement, c'est pas juste une question de santé, c'est aussi une question d'émancipation physique. Comment toi, tu vois ça, comment tu l'abordes? Oui, je reviens sur le patriarcat que tu viens de donner, parce que c'est c'est la racine des problèmes. Parce qu'ici, les choses changent selon que tu sois un homme ou une femme. Une femme ne doit pas. Un homme peut. Pris globalement comme ça, on combat, disons, le système patriarcal d'une manière beaucoup plus ramassée. Parce que le corps de la femme subit le dictat aussi de la société. Et la société, c'est le système social. Et le système social qu'on a aujourd'hui, c'est le système patriarcal. Donc, le corps de la femme dans ses différents aspects, dans ses différentes, je ne sais pas, dans les différents regards qu'on peut avoir par rapport à ça, subit amèrement le système patriarcal.
Nous sommes le 28 janvier, dans la commune de Riyad, en périphérie de Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Une association de jeunes, Taqadoum, ce qui signifie progrès en arabe, a organisé 2 journées de portes ouvertes pour l'accès au planning familial pour les femmes du quartier au niveau de 2 cliniques ou centres de santé, l'une à PK11, l'autre dans le quartier de Tarhil. La semaine précédente, les membres de cette même association ont mené plusieurs jours de sensibilisation et d'information porte à porte auprès de centaines de familles sur le thème de la santé reproductive, qui comprend des sujets comme les mutilations génitales, le planning familial ou les infections sexuellement transmissibles. Sidi Bain, l'un des membres actifs de Taqadoum, a accepté de nous apporter son témoignage. Oui, nous sommes ici à Tarhil 18, dans le point de santé 18. Donc nous sommes ici dans la deuxième journée des portes ouvertes. Donc les journées, on peut dire que les journées ouvertes, ce sont des journées où ce sont des activités exclusives qui inscrivent quoi? Inscrivent des services gratuits, par exemple des médicaments, des examens médicaux, et même si des sensibilisations pour bien faire la diffusion sur la panique familiale. Là, vous avez un projet en ce moment qui est sur les questions un petit peu de santé de la reproduction dans la commune de Riyad. La semaine dernière, vous avez fait une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser des familles sur les questions liées au planning familial ou au MGF, etc. Oui. Comment ça s'est passé déjà? Oui, on peut dire on a fait une sensibilisation de 6 jours, Tarhil d'Al-Beda, un Tarhil qui s'appelle Sans Fiche, et PK9 et PK10. Durant ces journées de sensibilisation, on a observé beaucoup de choses, par exemple, surtout si on parle de l'exclusion, on sait qu'il y a des gens qui croient de l'exclusion. Ils disent l'exclusion, ils disent que c'est quelque chose qui nécessite, on doit le faire dans toute notre vie. Par contre, des gens qui s'étonnent, ils disent est-ce qu'il y a des gens qui font l'exclusion? Est-ce qu'il y a donc, je pense qu'ici c'est un problème de mentalité, parce qu'il y a des gens qui croient de l'exclusion et des autres qui sont contraires. Et la deuxième chose, c'est la planning familiale. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire la planning familiale parce que leurs maris vont les quitter, parce que tous les maris veulent avoir des enfants et si tu ne donnes pas les enfants à ton mari, donc c'est peut-être une occasion pour que ton mari te quitte et ne revient plus. Et ils ne savent pas que les maris quittent seulement les femmes qui ont beaucoup de bébés parce que l'homme ici pense qu'il va être très fatigué, il va dépenser beaucoup et en ce moment il pense à chercher une femme qui est petite ou je ne sais pas. Tu as une idée un petit peu de combien de familles vous avez pu trouver? 1200 ou 1300 familles entre Tarhil d'Al-Beda et PK9 et PK10. L'autre fois, je discutais avec Zainabou, qui est une de tes camarades dans l'association. Elle me disait que sur toutes les familles, il lui semblait qu'une majorité était concernée par l'excision. Ça te semble exact ou pas? Je ne peux pas dire qu'on a trouvé que la majorité. Je pense, à mon avis, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit que l'exclusion, c'est quelque chose, c'est un processus qui est interdit. Il y a des gens ici qui disent qu'il est très nécessaire pour rendre leurs filles pures, pour la pureté des filles. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une majorité fréquente la MGF, mais je pense qu'il y a des gens qui disent que c'était quelque chose passé, mais maintenant les gens ils ont cessé de faire l'exclusion. Donc, je ne peux pas dire que la majorité pratique l'exclusion. Vous tombez sur des familles ou vous tombez sur des membres de familles qui ne savent pas vous dire si les femmes sont excisées? Par exemple, est-ce qu'il y a des hommes, par exemple, qui ne savent pas, qui ne sauraient pas dire si leur fille est excisée, par exemple? D'après les derniers reportages que j'ai fait, il y a une excuseuse qui m'a dit que... Une exciseuse? Une excuseuse qui excuse les filles, il m'a dit qu'une femme ne peut pas amener leur fille sans l'accord des parents. Sans l'accord de son parent, mais la première chose, c'est l'accord de la père. Ah oui? Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Parfois, la grand-mère peut prendre sa petite fille et faire l'exclusion, mais c'est rarement. Oui. Il y a des maisons où on a refusé de vous ouvrir quand on a su... C'est rarement.
C'est rarement parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des politiques, on vient pour... Mais je pense que les femmes, toujours, ils sont ouvertes, ils te disent bien, même s'ils te préparent bien. Les femmes vous reçoivent mieux que les hommes? Oui, bien sûr, pas de problème. Et le fait que toi, tu sois un homme pour aller parler de ça, ça ne dérange pas les femmes des fois? Non, je pense que... Mais ils peuvent dire que pourquoi un homme, par exemple, parfois ils disent pourquoi un homme dit que les hommes, par exemple, font ça, les hommes quittent seulement les filles, les hommes, c'est elles qui créent les problèmes pour les filles et les gâtent leurs titres. Toujours, ils pensent comme ça, mais ils disent que les hommes ne sont pas la même. Il y a des hommes qui ont ouvert et ils pensent... Il y a quelque chose que j'ai entendu beaucoup en Mauritanie depuis que je suis là, c'est oui, l'excision, ça se fait, mais pas à Nouakchott. C'est toujours... à Nouakchott, ça se fait plus. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je pense que ça existe ici. Parce qu'avant-hier, on a passé là-bas chez une famille qui a esquissé une fille ici à Pekawit, une fille de 10 jours. Une fille de 10 jours. J'ai entendu que vous êtes allé porter plainte. Oui, on a porté plainte, mais malheureusement, les polices ont passé leur temps à rire, à crier, à dire que nous n'avons rien à faire. Pourquoi on vient ici pour ce genre de trucs-là? Quelque chose qui n'est pas important, même si les polices disent que s'il va y avoir des filles, ils vont l'excuser, même si 1000 fois. C'est ça, c'était étonnant. C'est plus dans certaines communautés ou c'est partout? D'après notre formation que j'ai faite, je pense que seulement, on peut dire il y a des ethnies qui aiment bien pratiquer par exemple là-bas au Kedjimara. Par contre, la Traza qui est la pourcentage c'est moins élevé. C'est incroyable quand même parce que là, il y a une petite fille de 10 jours qui s'est faite mutiler et les policiers rigolent. Les policiers rigolent, ils pensent que on n'a rien fait. Même s'ils disent, toi, tiens, j'ai venu moi avec mais les autres membres de l'association, ce sont des filles seulement, c'est le cas avec Lala et Zainab. Il me dit, toi, tu es un homme aussi, tu viens avec les femmes pour dire ce genre de type de plainte et dire que la fille ne doit pas être excusée. Bon, toi, tu as une mère, des sœurs et aussi... Oui, c'est ça. Le problème ici, c'est la mentalité. Si on veut combattre, on doit combattre la mentalité des personnes. Mais si on t'écoute, on comprend que la première mentalité, c'est même ceux des policiers, puisque c'est eux qui doivent faire appliquer la loi. C'était grave. C'était grave et c'était étonnant. Si on te vient après cette idée, il y a une fille de 10 jours qui est excusée, elle rigole, elle se rit, elle te dit que tu n'as rien à faire. Donc c'était quelque chose d'étonnant. J'étais bien découragé parce que c'est quelque chose. Tu sens qu'il y a un problème d'éducation à la sexualité? Oui, je pense que les Mauritaniens ont bien besoin d'éducation sur la sexualité parce qu'ils ne peuvent même pas de parler de quelque chose qui sont très simple. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont venu hier, ils n'ont pas l'effort de dire donnez-moi un préservatif par exemple. Oui, mais les femmes ne peuvent pas parler de règles. Et les hommes qui ont venu hier là-bas chez PK n'ont pas l'effort de dire donnez-moi un préservatif. Donc c'est quelque chose. Même lorsqu'elles sont mariées? Oui, mais ils ont honte de dire ça. Même si tu dis, tu veux préservatif, tu dis, oh, Allahu Akbar. Même si hier j'ai partagé des préservatifs, il y a des filles que je dis que tout ce que ces hommes, je suis le responsable si ces hommes font quelque chose qui n'est pas bon pour eux. C'est moi, je suis le responsable parce que c'est moi que j'ai donné le préservatif. Est-ce que toi, tu penses que toi-même, tu ne serais pas gêné d'aller dans une pharmacie et dire est-ce que je peux avoir un préservatif? Moi, oui, c'est quelque chose que je pense que j'ai dépassé. Pourtant, avant, j'ai eu le problème d'avoir cette mentalité, mais je pense que j'ai dépassé avec les temps, avec les formations, avec beaucoup de choses, j'ai dépassé ce type-là. On entend qu'il y a des gens, des fois, qui vont demander des contraceptifs, mais que les gens, genre, par exemple, que des sages-femmes disent oui, mais je veux le papier du mari et le certificat de mariage. On a trouvé ce problème tout de suite. Vous avez trouvé ça ici? Une femme qui a venu avec son bébé, elle a dit qu'elle veut des contraceptifs. Ils ont dit est-ce qu'elle est mariée? Elle a dit non, je ne suis pas mariée. Ils ont refusé de donner. On a trouvé ce problème. Vous étiez là aussi? Oui, j'étais ici. C'est moi que j'ai réglé cette solution. Vous avez parlé avec la sage-femme? Oui, j'ai parlé à sa femme. Il dit, vraiment, les autres membres, ils disent que ce ne sont pas leur problème. Quelqu'un qui a le droit d'avoir les contraceptifs, mais j'ai parlé avec les sages-femmes et j'ai dit que les voisins ont dit qu'il est marié. Dans ce cas, ils ont donné seulement des contraceptifs. Mais en plus, légalement, je pense qu'elle n'est pas censée demander ça. Oui, bien sûr. Elle n'a pas le droit de demander même pas ce qu'il va avec les contraceptifs. Quelqu'un qui a le droit d'apprendre des préservatifs et des contraceptifs et les planiques familiales. Quel bilan, toi, tu fais de ces journées? Qu'est-ce que toi, tu en retiens comme leçon? Comme leçon, je pense que les gens ont un problème de pauvreté. Si tu vois, par exemple, là-bas, hier, 200 femmes qui veulent
faire la planning familiale, mais on n'a pas la capacité, les moyens d'acheter des bébés. C'est quelque chose qui est très, très difficile. Ouais, tu penses qu'on a besoin de faire ces jours-là, de répéter ces jours-là millions de fois, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens et ont besoin de ce genre des activités. Ok, merci Sidi. Merci beaucoup. Ok, bon courage pour la suite. Nous quittons Sidi et l'équipe de Taqadum pour nous rendre à Cité Plage, un autre quartier de Nouakchott, où nous rencontrons Yakhare Soumaré, secrétaire générale et cofondatrice de l'ONG Action. Cette ONG mauritanienne, créée en 1998, travaille notamment sur la sécurité alimentaire et l'environnement, mais surtout sur la santé de la reproduction. Yakhare a pu nous apporter ainsi sa riche expérience de travail, sa perception et sa compréhension des pratiques de mutilation génitale féminine, puisque au sein de l'ONG, elle est le point focal MGF et violences basées sur le genre. Il y a 3 types d'excision en Mauritanie. Parce qu'on dit que l'excision, on est en taux de, à l'époque, 72% sur le taux national. Donc 100% des filles mauritaniennes ne sont pas excisées. Mais c'est aussi, selon les communautés, le degré est élevé, le taux est élevé. Par exemple, vous allez chez les Soninké, c'est 98%. Les Sarakolais, 98%. Les Halpulaar, 94, 96, ça tourne autour. Mais les Wolof, 5%, c'est presque insignificatif. Et puis, il y a les Maures, 70%. Donc là, il y a eu une étude que l'État a faite. Il y a eu 7 régions, il y a eu une classification des régions selon le taux. Donc, il y a 7 régions où la pratique est élevée. Il s'agit du Hod el Sharqi, Hod el Karbi, la Saba, le Gorgol, le Guisdimaha et le Tagan, le Brakna. Ça fait 7 régions à haute prévalence. Donc, dans ces 7 régions, c'est là où, avec l'État, autour du ministère des Affaires sociales et de l'Enfant, qu'on a établi une stratégie nationale de promotion de l'abandon des MGF. Donc, dans chaque région, il y a une ONG ou 2 qui travaillent en partenariat avec les directions du MASEF. On entend souvent dire qu'à Nouakchott, ça se fait pas trop, que c'est plus à l'intérieur. Vous savez, c'est des idées reçues. Ce sont des idées reçues. Imaginez-vous que presque 2/3 de la population habite Nouakchott maintenant. Les villages se vident, les régions se vident. Ils viennent avec leur comportement se greffer dans une grande ville où ils n'ont pas encore les codes de la cité, du milieu urbain. Donc, notamment l'éducation, toute l'information, l'accès aux droits, la justice et beaucoup de choses. Un paquet d'informations que toute personne qui vit quand même dans une cité devait l'avoir. D'abord, quand ils viennent de leur région d'origine, autour de la ville, vous voyez, les gens se sédentarisent. Vous allez voir les gens de Tagant qui seront à l'est de Nouakchott, les gens de la Saba qui seront vers le nord, les gens de Guirimaha vers le sud. Donc, vous voyez, donc quand ils viennent, ils reconstituent encore leur communauté autour des bidonvilles, autour de la grande ville. Donc, en reconstituant cette communauté, elles pratiquent aussi. Elles font les mariages comme elles le faisaient au village, elles vont pratiquer les MGF, elles vont pratiquer les mêmes choses, une façon de garder leur identité culturelle. Donc c'est comme ça que l'excision aussi est pratiquée à Nouakchott actuellement. Dans le temps, il n'y en avait pas, mais il y a eu une enquête qui a relevé que vraiment il y a un taux assez important. Et d'ailleurs, on a commencé à intervenir ici maintenant, à Nouakchott aussi. C'est une pratique ancestrale. Nous, en travaillant dans les MGF, l'excision, on a pris toute la précaution de faire une étude, de faire des recherches sur les facteurs qui déterminent cette pratique. Qu'est-ce qui pousse réellement les populations, des communautés à faire cette pratique, quand bien même elles sont sensibilisées, elles ont entendu parler. Parmi les déterminants d'une culture, il y a des aspects morphologiques, il y a des aspects aussi qu'on ne voit pas, qui sont vraiment ancrés dans les comportements, dans les cultures des populations. Donc, à travers ça, l'étude qui était parue en 2000-2001 qui disait qu'en Mauritanie, il y avait l'excision, parce qu'avant, on ne pouvait pas en parler aussi, c'était comme le sida et autre chose, on ne s'était pas permis. Voilà, c'était tabou. Quand l'État a sorti cette étude, nous, on a sauté dessus parce qu'on l'attendait. On savait que dans ces communautés-là, comme je l'ai dit, on disait que 98% étaient excisés, d'autres. Mais pourquoi
Voilà, le résultat de l'étude a été ceci. Selon les réponses données par les populations, qu'elles soient Hassania, qu'elles soient Soninké, qu'elles soient Pulaar, de nos zones d'intervention, je parle du Guidimaha et du Gourgol, c'est là où l'étude a été confondue. On a tenu compte aussi de la cohabitation et il a été clair que 100% des filles de ces communautés étaient excisées. Mais maintenant, qu'est-ce qui pousse les populations à le faire? Il y a eu 3 catégories de réponses qui justifient la pratique de l'excision. La première réponse, c'est qu'ils vont vous dire que c'est la religion. C'est là où on va voir que les populations ne maîtrisent même pas leur propre religion, l'islam. Parce que, vous savez, il y a la sunna et la farla, il y a l'obligation et la recommandation qui est tirée des comportements du prophète. En posant la question, on va vous dire tout de suite, bon, c'est une obligation. Une fille qui n'est pas excisée ne peut pas prier. Une fille qui n'est pas excisée ne peut pas se marier, ne peut pas faire à manger pour la... Exactement. Ça aussi, on se dit que c'est une astuce des populations anciennes en mettant en place l'excision. Parce que quand tu parles de la religion de quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Il te dit que c'est ma religion. Mais par respect, tu vas le laisser, tu ne vas pas pousser l'enquête. Après, quand on pousse, ils vont vous sortir des raisons sanitaires. Il y a beaucoup d'arguments, on les appelle des arguments que les populations mettent en place pour valoriser l'excision en disant que ça a des vertus sanitaires pour la fille. Par exemple, il y a cette histoire de mauvais sang. On pense que l'être humain, quelque part, a un mauvais sang. Donc, ce sang-là, lié au sacrifice, il faut le faire sortir quelque part. Donc, chez la femme, c'est chez le clitoris, il faut le couper. D'autre part, on dit que c'est bien pour la fertilité, vous voyez. Au contraire, ça ne crée qu'une infection et à l'issue de l'infection, il y a des risques d'infertilité. Ah, donc c'est vraiment contre-productif. Voilà. Il y a même des aspects de métaphore. On te dit que le clitoris ressemble à la queue d'un scorpion qui se dresse lors des rapports sexuels, qui peut piquer l'homme et qui peut causer sa mort. Et puis, vraiment, ça c'est fort. Si c'était ça, on allait couper le sexe de l'homme aussi. Non, je pense pas. C'est pour dire que c'est tellement fort, il y a des mythes derrière. Et on le mystifie. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le premier argument qui est avancé, c'est l'argument religieux. L'argument religieux. Mais du coup, par exemple, les imams ou les savants qui sont supposés maîtriser mieux le texte, est-ce que eux, on les entend condamner l'excision clairement? Après, les sensibilisations. Oui. Après, parce que quand même, il y a un grand travail qui est abattu. Ouais. Et la contribution des imams a été vraiment importante. À partir de 2010, janvier 2010, ils ont élaboré une fatwa nationale et puis vraiment cette fatwa-là a permis d'atténuer quand même la pratique. Et puis cela a permis aussi, parce qu'il y a certains imams aussi qui étaient vraiment pour l'excision. Tu ne pouvais pas parler dès que tu arrives. Il y en a encore? Oui, il y en a encore évidemment. Tout le monde n'est pas convaincu en même temps. Il faut savoir que l'imam, c'est quelqu'un qui a un auditoire. Donc ce qui convient à la communauté, tant que ça ne le dérange pas, il va cautionner. Mais voilà, mais après, on les forme avec le personnel de santé en même temps, parce qu'au début, quand ils ont commencé à faire la sensibilisation, ils ont fait une caravane d'imams à l'époque, faire la sabbat, et ils se sont confrontés à une résistance, parce que les imams n'étaient pas sensibilisés là-bas, ils n'étaient pas formés, alors ils ont commencé à les dénigrer, à dire qu'ils ont reçu de l'argent de l'Occident, et qu'ils veulent changer la société, et tout, que ce n'étaient pas des vrais imams, les imams de Nouakchott sont... Bon, après, ils sont rentrés en Nouakchott, ils ont arrêté leur mission. Ils nous ont convoqués avec le ministère, les partenaires pour dire, écoutez, on est convaincus que c'est pas bon pour la santé. Mais en fait, en matière d'islam, il faut donner des preuves. Donc, on veut que les médecins nous donnent les preuves sur les conséquences que l'excision pratiquée sur une fille est néfaste sur sa santé. C'est avec ça que on a rencontré l'association des gynécologues, les professionnels de santé, les sages-femmes. Ils ont élaboré une déclaration, qu'on appelle déclaration des professionnels de santé, sur toutes les conséquences de l'excision. Ils ont tout énuméré sur un document. Et ce document, on l'a dans les sensibilisations, on le remet au personnel de santé, on le remet à la population et on l'a remis aux imams qui se sont appuyés dessus pour faire leur fatwa. Et dès qu'ils l'ont reçu, ils ont dit que l'islam interdit cette pratique et quiconque la pratique doit être traduit en justice. Comme dans n'importe quelle société, il y a un certain nombre de contraintes ou d'oppressions qui pèsent sur le corps des femmes. Et l'excision en fait partie, même si elle touche différemment les communautés. Moi, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut réussir à remettre en question cette pratique très importante de l'excision sans vraiment questionner aussi la réappropriation du corps par les femmes et le statut de la femme en général. Parce qu'il y a le droit au plaisir, en fait. Derrière, il y a aussi l'idée que si jamais les femmes ne sont pas excisées, en fait,
ce seront des filles qui aimeront trop le plaisir. Et en fait, la question c'est oui, mais en fait, les hommes, quand ils aiment trop le plaisir, on dit qu'ils ont le droit à la polygamie, on dit que c'est normal qu'ils aillent voir des prostituées, on dit que c'est normal qu'ils agressent. Il y a une tolérance. Par contre, les femmes, quand elles aiment trop le plaisir, il faut leur couper le sexe, en fait. Il y a une différence de traitement qui est vraiment bizarre. Donc, il y a aussi la façon dont on voit le droit des hommes et le droit des femmes au plaisir. Et en fait, les hommes, quand ils ont le droit au plaisir, eh ben, allez-y, on tolère n'importe quoi. Mais c'est pas que ici. Enfin, il y a beaucoup de sociétés où, par exemple, les hommes qui vont fréquenter les prostituées, on va leur trouver beaucoup d'excuses, notamment l'idée que c'est un peu une maladie. Il y a des femmes qui ont des besoins, mais la société juge ça tellement mal. Une femme qui a des besoins, on va la voir comme une sorte de prostituée, en fait. Parce que on peut parler juste de l'excision sans parler, en fait, de la façon dont on voit la femme en général. Nous, pendant 5 ans, on a sensibilisé comme ça. La pratique de l'excision, c'est pas bon pour la santé, c'est pas un argument religieux. On a avancé tous les arguments possibles. Mais on voyait que ça avançait un tout petit peu, vraiment lentement. À partir de 2005, quand on a abordé la question sous l'angle des droits humains, vraiment, on a vu une grande avancée. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, et même la religion, c'est là où les imams vont jouer un grand rôle pour dire que la personne humaine, même ta vie, ta propre vie là, tu ne peux pas te l'ôter. Le suicide, par exemple, c'est pas toléré. Ouais. C'est pour dire tout simplement, l'islam ne tolère pas à ce qu'on touche à l'intégrité physique d'une personne. L'œuvre humaine, c'est l'œuvre divine. Donc, la personne est une personne entière. Aller couper quelque part pour dire que c'est pour parfaire cette œuvre-là, en quelque sorte, c'est un peu contradictoire. Donc, voilà, c'est contradictoire sur le plan religieux. Quand on regarde encore, vu sur l'angle droits humains, la femme a le droit à la reproduction du fait qu'elle soit femme. Et on la mutile du fait qu'elle soit femme aussi, pour diminuer sa féminité. Donc, vous voyez la contradiction. Donc, c'est sur ça maintenant que nous, on travaille pour dire que les femmes ont les mêmes droits. C'est un être humain à part entière. Donc, on doit la respecter son corps. Et qu'elle-même doit le faire. Avant qu'on commence l'entretien, vous nous disiez qu'il n'y a pas une loi très claire qui interdit formellement les MGF? Non, il n'y a pas une loi spécifique sur l'incriminalisation des MGF. Nous, on avait élaboré un avant-projet de loi. Nous, c'est plusieurs organisations? Plusieurs organisations qui travaillent sur les MGF. Ça n'a pas été voté de la même manière que l'ensemble des lois sur les VBG. Pendant 2 années consécutives, c'est allé jusqu'au Parlement, malheureusement. Il y a certains députés ou certains parlementaires qui se sont opposés à cela. Là, ça fait un certain nombre d'années que vous travaillez sur ces thématiques. Comment vous sentez l'évolution de la pratique, des réactions des gens, de l'ambiance générale sur cette thématique-là? Est-ce que vous avez l'impression que ça va quand même dans le bon sens? Oui, dans l'ensemble, ça va dans le bon sens. Parce que à l'époque, quand tu parlais des MGF, tu étais ridiculisé, tu étais hué, tu étais insulté. Et comme à l'époque, c'est quoi? C'est il y a 15 ans? Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc voilà. Alors que maintenant, une femme qui excite sa fille, elle le cache. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est plus un sujet tabou aussi. Tout le monde en parle. Les imams qui sont sensibilisés et engagés, qui ont déclaré, le font dans les khutbahs, ils font dans des causeries, ils font beaucoup de choses. Le personnel de santé, comme je l'ai dit aussi, ne sont pas formés dans leur bagage de formation, dans leur curricula. Ils n'étaient pas formés sur les questions des MGF. Donc, à travers les formations de mise à niveau qu'on fait et l'expérience de terrain, donc eux aussi s'approprient de la question. Et d'ailleurs, le seul moyen de contrôle de l'évolution de la pratique et de sa baisse, c'est au niveau des postes de santé. Donc, il y a un registre, l'infirmière ou l'infirmier, quand la femme amène son enfant en consultation, lui pose la question, est-ce que votre fille est excisée ou n'est pas excisée? Mais l'idéal serait été que l'infirmier puisse vérifier lui-même pour voir est-ce que c'est excisé ou n'est pas excisé, comme en France. Mais comme ils n'ont pas l'autorisation, quelqu'un qui vient pour une diarrhée, bon, tu vas pas aller chercher autre chose. Donc voilà, des choses comme ça, quoi. Mais néanmoins, on y croit avec la bonne foi de la maman qui déclare que sa fille n'est pas excisée ou est excisée. L'autre jour, je suis tombé sur une amie qui ne savait pas me dire si elle était elle-même excisée. C'est possible ou elle a un peu menti? Elle n'a pas menti. C'est possible. Vous trouvez des femmes qui ne savent pas dire si elles sont excisées? Il y a beaucoup de filles, quand on va dans les sensibilisations en milieu scolaire, en milieu jeune, elles viennent me voir en aparté pour me dire, Madame, comment est-ce que je peux savoir si je suis excisée? Parce qu'elle ne sait pas, on ne connaît pas notre corps. Et comme je l'ai dit, c'est tabou. Elle ne sait même pas, elle s'est vue grandir comme ça. Et peut-être que même toutes les petites filles de son âge sont comme ça. Et puis ça s'est fait quand elle était bébé, première semaine de naissance. Donc voilà, c'est pas évident. Bon, ça c'est des questions
les hommes le posent, mais hors public. Ouais. Soit ils prennent ton numéro de téléphone. Même il y en a des hommes qui sont en Europe, comme je fais beaucoup de sensibilisation dans les médias, ils m'appellent pour me dire, bon, écoutez, moi, ma femme, j'ai remarqué, elle se comporte comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, les femmes ne parlent pas, est-ce qu'elles ont des plaisirs? Non, pas de plaisir. Mais c'est que l'excision est faite pour complètement enlever le plaisir chez la femme, pour la rendre frigide, tout simplement. Je pense qu'il y a un marché pour les sexologues en Mauritanie, à mon avis. Et les sociologues. Et les sociologues aussi, ça c'est clair. Moi, j'ai 2 messages. Pour les filles qui sont excisées, d'abord, que l'excision est un phénomène irréversible. Il ne faut pas aussi, parce qu'il y en a qui commencent à se dramatiser, pensant que c'est un malheur qui est tombé sur eux. Mais une fois qu'on a compris, on vit avec ça, mais on vit sa sexualité aussi pleinement. Il y en a aussi qui commencent à faire la reconstruction, surtout vers l'Europe. Moi, je suis un peu contre cette reconstitution parce que le tissu qu'on a perdu, l'organe qu'on a perdu, c'est vrai que c'est un organe érectile. On va chercher la partie qui reste enfouie. Donc, on essaie de l'habiller avec d'autres tissus moins sensibles. On a une satisfaction d'avoir quelque chose à la place, mais vraiment, moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. L'autre chose, c'est qu'on met beaucoup d'énergie sur les jeunes parce qu'on se dit qu'une jeune femme, un jeune homme qui a compris que l'excision est un drame, forcément ne va pas exciser sa fille. Et qu'un garçon aussi qui a compris que l'excision est une utopie, tout simplement, que ça n'a rien à voir avec tout ce que la société a fabriqué pour dire que ça porte malheur à l'homme. Ouais. C'est ça qui fait peur aux garçons pour épouser une fille qui n'est pas excisée et pour dire que, vous voyez, que c'est faux, quoi. L'arsenal juridique en place ainsi que les politiques gouvernementales ne parviennent pas à freiner le rythme inquiétant des mutilations génitales subies par les jeunes filles. Selon l'UNICEF, pas moins de 3 millions de fillettes continuent d'en être victimes chaque année à travers le monde, dont 180 000 par an, ici même sur le sol européen. Cela représente une fillette toutes les 15 secondes. Vous l'avez compris, cet acte de barbarie ne connaît nulle frontière. Alors comment expliquer que les victimes de cette sinistre coutume ancestrale se traduisent toujours en millions? Le docteur Pierre Foldès l'affirme, c'est un crime d'homme, né de la peur primale qu'ont les hommes de la sexualité féminine. Ils ont voulu la contrôler et ont créé cette arme terrifiante qui est la mutilation du clitoris. Cette violence de genre vise donc, pour les hommes, encore au XXIe siècle, à contrôler la sexualité des femmes en arrachant le seul organe féminin entièrement dédié au plaisir. Cela signifie qu'en réalité, seule la lutte contre le patriarcat et pour l'égalité réelle entre les sexes viendra à bout de ces pratiques mortifères. Vous venez d'entendre un extrait du discours « Les écorchées vives » de la diaspora africaine, itinéraire d'une fillette victime d'excision, prononcé par Maître Déborah Diallo au concours international de plaidoirie des avocats du mémorial de Caen, où elle a remporté le prix du public, le 26 janvier 2020. Nous vous invitons d'ailleurs à chercher l'intégralité de ce vibrant discours directement sur la chaîne YouTube du mémorial de Caen. Nous arrivons au terme de notre épisode. On remercie Dienaba, Sidi et Yahare et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite dans leur combat contre les mutilations génitales féminines et toutes les autres violences appliquées aux femmes pour le simple fait de naître et d'être femme. Vous trouverez les liens des pages Facebook de l'association Tarkadoum et de l'ONG Action dans la page du blog. On espère que le sujet vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode si c'est le cas ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. À bientôt et gardons nos lanternes allumées.